Salut à tous. D'ordinaire, sur ce plateau, nous avons des professionnels du monde de la finance et de la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous avons des experts de ces sujets-là, mais qui ont une caractéristique, c'est d'être journalistes. Édition spéciale, la parole aux journalistes. Avec nous aujourd'hui, Aurélie Fardeau, journaliste indépendante. Aurélie, ravi de te retrouver. Bonjour. Ravi de retrouver également le nouveau directeur général de Radio Patrimoine, Cédric Decoeur. Cédric, salut. Salut Jean-François. Et on ne se retrouve pas, on se découvre, puisque c'est la première fois que nous nous retrouvons ensemble. Avec nous également pour discuter de l'actualité des placements et de l'épargne, le rédacteur en chef de Citywire France, Jérémy Gatignol. Jérémy, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, la règle du jeu elle est relativement simple. On aime le débat. Finalement, nous, journalistes, on aime essayer d'apporter des éléments aux épargnants, aux professionnels, pour qu'ils se fassent leur opinion. Donc, je vous propose qu'on essaie de débattre tous ensemble sur un certain nombre de sujets. La règle du jeu, donc chacun présente un sujet sur lequel on va échanger. Je vous donne tout de suite les sujets qu'on va traiter. J'ai entendu parler d'ISR, j'ai entendu parler de private equity, j'ai entendu parler d'ETF. On va commencer par ça. Et puisque je parle de démocratie, il ne vous aura pas échappé que nous sommes entre deux tours d'élections législatives. Donc en fin d'émission, je demanderai à chacun d'entre vous d'être un instant nommé, non pas ministre de l'économie et des finances, mais ministre de l'épargne, poste qui n'existe pas, et je vous demanderai à chacun une proposition. On attaque donc tout de suite nos sujets. Cédric, premier sujet, les ETF. Pourquoi ce choix ? Alors, les ETF, pourquoi ? Parce que c'est un outil qui... on va résumer, serait là pour faciliter la vie des gens. Finalement, on avait des titres vifs, on avait des fonds. Les uns étaient très évidents, mais pas forcément très diversifiés, puisque si vous choisissez un titre Accor, vous êtes collé chez Accor et puis basta. Et puis si vous choisissez un fonds, vous dépendez entièrement du gérant, du moment où il veut avoir une valeur liquidative ou pas, quand est-ce que vous pouvez acheter, quand est-ce que vous pouvez pas acheter. Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Et donc on s'est dit, tiens, on va faire en fait un fonds qui va suivre un instrument financier et ça va être coté en continu comme une action, ça aura un code ISIN comme une action et vous pourrez bien faire ce que vous voudrez, ça va vous simplifier la vie, il n'y aura pas d'alpha du gérant, ça va répliquer bêtement ou intelligemment, c'est selon les marchés financiers. Donc sur le principe, why not ? C'est une troisième voie pour moi plutôt que une voie ultime. Aurélie, une réaction, et moi j'ai rebondir sur le propos de Cédric, simplifier la vie. Moi j'ai le souvenir, ça devait être en 2000, j'avais dû faire le lancement des premiers ETF sur la place de Paris sur Euronext, c'était le Lyxor CAC 40, et il y avait tout un panel de gens qui disaient génial, les ETF, ça va simplifier la vie. Franchement, ça simplifie la vie ? Oui, alors effectivement, le Lyxor CAC 40, c'est une chose, et puis maintenant, on a le MSCI, machin chose, UCITS, ETF, bidule truc. Effectivement, en termes de dénomination et en termes de choix, surtout, c'est peut-être plus aussi simple. Maintenant, si on revient au client particulier, le choix, en règle générale, est quand même beaucoup plus restreint. Parce que si vous êtes dans le cadre d'une assurance vie ou si vous êtes chez votre banquier, vous aurez pas 100 000 ETF qui vous seront proposés. Vous aurez généralement une petite poignée. Et en règle générale, ça va être les plus simples et les plus courants. Donc, je modérerai un petit peu la chose. T'aimes ou t'aimes pas ? J'aime ou j'aime pas. À vrai dire, je suis pas sûre que la réponse, la question, la réponse, ce soit oui ou non. Parce que, de fait, aux États-Unis, on est passé à 50% des encours sous gestion qui sont chez les ETF. En Europe, on a à peu près 10 ans de retard. On est à 25% si on enlève le monétaire. Et globalement, on voit à peu près où est la trajectoire. Donc, dans les faits, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai envie de dire, les ETF, ils sont là. Ils vont rester là, ils vont continuer à se développer. Et si on se met du point de vue du client de particulier, quand on regarde les frais des ETF, la relative simplicité, c'est difficile de pas penser qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Maintenant, ça pose tout un tas de questions, notamment au niveau de la distribution, de la rémunération du conseil et donc de l'accessibilité, puisque les deux sont liés. Il faut quand même bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une grosse différence entre les États-Unis et l'Europe, parce que aux États-Unis, il y a une incitation fiscale à utiliser les ETF, notamment pour les particuliers. Donc ça fait quelque chose de complètement différent entre la France et l'Europe.
Et comme le disait Aurélie, il y a une vraie problématique. On entend aujourd'hui la petite musique de la démocratisation des ETF, qui est assez juste, parce qu'il y a beaucoup de plateformes en ligne qui les utilisent, beaucoup de sociétés de gestion traditionnelles, des gros paquebots qui signent des accords de distribution un peu partout. Mais en revanche, il y a quand même un problème qui est la distribution via les conseillers. Et la distribution via les conseillers, pour l'instant, elle n'est pas complètement rémunérée. Il y a évidemment le problème des rétrocessions. C'est comme ça que 90% des CGP se rémunèrent. C'est aussi une forme de rémunération dans la banque privée. Et en fait, ça, ce problème-là, pour l'instant, il est en partie résolu. Il y a quelques sociétés qui mettent en place aujourd'hui des gestions sous mandat, des gestions conseillées qui permettent ensuite de faire de la rétro. Mais pour la plupart, aujourd'hui, les conseillers sont encore un tout petit peu frileux, on va dire, même si la question des frais reste la plus importante pour les ETF. Tous les trois, très sincèrement, si on regarde l'histoire, c'était un ETF, ça réplique un indice passif. Le CAC, le MSCI, machin bidule, truc chouette, comme tu dis. T'as raison, maintenant, quand on regarde les noms, on n'y comprend plus grand chose. Maintenant, on a quand même, désormais, en droit français, la possibilité d'avoir des ETF actifs. Donc, juste pour rebondir sur le sujet, est-ce que c'est pas aussi une évolution dans l'industrie financière de là où on met les marges? Un jour chez toi, d'ailleurs, j'avais le souvenir, j'avais fait une chronique où j'avais dit en blaguant, grosso modo, avant, on disait, on achète un fonds et on le tenait à long terme et on demandait aux gérants de gérer le portefeuille et de bouger. Maintenant, on nous dit, faites de la gestion passive. Mais en revanche, soyez actifs sur votre gestion passive, c'est-à-dire passez votre temps à faire des arbitrages. Est-ce qu'on n'est pas en train de déplacer la valeur dans l'industrie financière? On est complètement en train de déplacer la valeur, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça pose une question, c'est la question du rôle des fournisseurs d'indices. Parce que Cédric disait, maintenant on reproduit le marché. Oui et non, on reproduit le marché, on reproduit un indice. Donc on voit bien aujourd'hui, par exemple dans certains indices, je pense au S&P ou autres, qu'on a des déformations qui sont importantes avec des pondérations hyper importantes de certains titres. Faut bien avoir conscience que quelque part on s'en remet à ces indices et que ça comporte des biais qui sont quand même importants. Après les ETF actifs, déjà il faut quand même comprendre que ça représente une partie infinitésimale à la fois de la collecte aujourd'hui, même si quand on regarde les chiffres en pourcentage, ça doit faire plus 120% sur l'année, un truc comme ça. Enfin, c'est monumental. Mais par contre, c'est tout petit. Très, très bas. Exactement. Mais juste le stock est très très faible en fait. Et on dit quand même c'est monumental. En pratique, si on regarde en termes d'activité, si on prend les chiffres du vieux tableau des investisseurs individuels, 216 000, c'est que dalle. Si on regarde en termes de démocratisation, le mouvement majeur sur les marchés, ça a quand même été plus les cryptos que les ETF. Mais il y a les ETF crypto aussi. Il y a des ETF. Non, mais en fait, moi, le principal reproche, en fait, s'il fallait en retenir un pour moi des ETF, c'est le côté panier. C'est le côté, ça biaise un peu le jeu des marchés. C'est-à-dire que quand il y a un dégagement qui se fait, les ETF, ça réfléchit pas, ça amplifie en fait considérablement, et ça on l'a vu des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines de fois sur le marché, où de façon complètement, peut-être pas complètement incohérente, mais en grande partie incohérente, tout le monde a décalé bêtement parce que il y en a un qui a décalé, donc tout le monde a suivi. Voilà. Donc là, c'est vraiment un truc qui moi me gêne dans l'utilisation massive des ETF. Maintenant, je peux juste rebondir là-dessus, parce que c'est souvent aussi un reproche malheureusement qu'on peut faire aux gérants actifs. Ouais, aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont benchmarkés à fond et qui, du coup, font les mêmes choses quand on veut, et qui n'arrivent pas à être contrariants. Après, moi, je pense qu'il y a une classification, et en tout cas, moi, c'est celle que je prône très souvent, c'est de se dire que finalement, quand on veut investir sur les marchés actions, il y a rien de mieux que des titres vifs pour aller chercher les boîtes qu'on connaît le mieux. En gros, les boîtes du CAC ou les petites et moyennes valeurs cotées à Paris ou peut-être sur Euronext si on veut être un petit peu pan-européen. Que ensuite, quand on s'éloigne un peu, si on a envie d'aller faire de la grande valeur Europe ou des États-Unis, etc., c'est probablement assez efficace d'aller chercher des gens hyper spécialisés, et donc d'aller chercher un gérant actif qui va aller exploiter vraiment sa connaissance du marché. Puis au contraire, quand on veut prendre le large et justement aller sur des trucs un peu compliqués comme des marchés émergents ou des commodities, etc., là pour le coup, effectivement, peut-être ne pas prendre un risque exagéré et faire confiance à un ordinateur bête et méchant qui va répliquer le sous-jacent qu'on a imaginé, visé dans son envie de classe d'actifs. Ok, ça change juste quand même pour l'anecdote, c'est que sur le portefeuille de marché gagnant, on s'est parfois rendu compte que sur des secteurs, on n'arrivait pas à trouver des boîtes qui nous plaisaient. Et quand on n'arrive pas à trouver des boîtes qui nous plaisent et qu'on cherche quand même une indexation sur un secteur, c'est vrai que les ETF sont pratiques. Jérémy, tu voulais rajouter quelque chose? Pour moi, il y a deux éléments quand même assez importants dans la gestion des ETF. La première, c'est que ça permet d'être tactique
à court terme et donc comme c'est très liquide, c'est évidemment par essence complètement transparent. On sait ce qu'on achète. On se met à court terme sur un ETF, on en ressort, etc. Donc ça permet de capter des moments de marché intéressants pour les gérants. Il y a beaucoup d'ailleurs de gérants qui, au niveau de leur allocation d'actifs, l'utilisaient uniquement comme ça et pas forcément en fonds de portefeuille comme peuvent le faire certains instituts. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a mine de rien quand même des marchés, on va pas dire efficients à 100%, mais en tout cas qui le sont un petit peu. Quand on prend le S&P 500, c'est quand même très compliqué de faire de l'alpha pour un gérant actif. Donc du coup, selon certains marchés, il y a quand même beaucoup plus d'intérêt à aller prendre un indice, un ETF qui est à très faible coût, plutôt qu'un gérant d'actifs qui va faire quoi? Un tout petit peu de surperformance, et encore, c'est pas sûr. Ce sera gommé par ses frais. En plus, franchement, honnêtement, c'est vrai. C'est très faible. On peut rajouter aussi un point par rapport à ce que disait Cédric, c'est que pour des gens qui ont peu de moyens et peu de capacité d'investissement, l'ETF, c'est aussi un grand panier de valeurs à moindre coût. Pour en prendre un énorme... voilà, on prend un MSCI World. Personne n'a les moyens de faire le portefeuille du MSCI World. Ok. Et puis au niveau analytique, au niveau analytique, ce que tu disais, c'est assez intéressant. Aller sur des titres vifs, etc. Ok. Mais il faut quand même la capacité d'analyse des titres. Ouais, non, mais donc, si quand on est un particulier, qu'on a une assurance vie, comme dit Aurélie, il y a peut-être 10 ETF, c'est quand même beaucoup plus simple. Non, mais c'est bien pour les feignants. Je te laisse. Allez. Jérémy, tu as la parole, tu veux la garder. Ton sujet, c'était le private equity. La loi nous l'impose désormais. Alors effectivement, la loi nous l'impose depuis octobre 2023. Donc il y a eu la promulgation de la loi Industrie verte. Ensuite, on a eu ces derniers mois un petit peu plus de renseignements là-dessus. Qu'est-ce que ça change véritablement? En gros, ça va mettre une part de private equity, enfin de non-coté, plus exactement. Je t'interromps tout de suite puisque tu te corriges. Est-ce que collectivement, on fait pas une erreur de dire toujours private equity, parce que la réalité, c'était à l'origine du PE. Non, à la rigueur, je préfère qu'on dise, nous ici on dit actif non coté financier, non coté financier, pour distinguer du non coté immobilier, parce que aujourd'hui t'as de la dette, t'as du vrai private equity, t'as de l'infrastructure, t'as même parfois du secondaire, donc c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un peu notre rôle et ce qu'on a fait ces dernières années, c'est-à-dire que moi je me souviens encore il y a 4-5 ans quand j'écrivais un papier sur le non coté. On disait private equity, PE, tout ce qu'on veut, et on ne disait que ça en fait. Alors qu'on parlait de dette privée, d'infrastructure, d'immobilier non coté, etc. Je trouve que depuis qu'il y a un peu ce mouvement de démocratisation, encore une fois, sur le private equity et sur le non coté en général, on affine quand même, notamment parce qu'il y a des classes d'actifs. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'on disait private equity parce qu'en fait, c'était la seule chose qui marchait dans le non-coté. Je mets l'immobilier de côté parce que c'est un petit peu différent, mais l'infra, c'était vraiment pour les institutionnels et très peu pour les particuliers. La dette privée, ça marchait pas beaucoup. Moi, je me rappelle d'un déjeuner de presse chez un grand CGP que je ne nommerai pas, où on nous parlait de la dette privée comme quelque chose de très compliqué, dangereux, etc. L'année d'après, c'était la classe d'actifs sur laquelle il fallait aller au même déjeuner de presse. Donc, voilà, c'est des choses quand même qu'il faut comprendre. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'il faut garder la mémoire des déjeuners de presse. Exactement. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est important. Non, mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que la loi, effectivement, oblige. Alors, il y a eu une petite levée de bouclier, puisque les gens ne sont jamais contents quand on leur oblige quelque chose. C'est quand même assez limité. C'est entre 2 et 15%. Ça met de côté les profils les plus prudents. C'est sur la gestion pilotée à horizon. Donc, il y a quand même beaucoup de guillemets là-dedans, de précision là-dedans. Et en plus de ça, quand on regarde dans les faits, c'est à peu près 4-8%, je pense, pour les profils qui sont les plus utilisés en assurance vie et PER. Et là-dedans, quand tu regardes ce qu'il y avait avant la loi Industrie verte, dans la plupart des profils, il y avait déjà du private equity, il y avait déjà du non-coté. Donc en fait, on est sur un débat où les gens sont pas très contents. Ou certains mais moi, je vais te dire, je suis pas très content parce que sur le fond, sur tout ce qui est finance comportementale, ça me saoule qu'on passe son temps, et on l'a fait avec le PER, de me dire ce que je dois faire. Moi, très sincèrement. Non, mais dans ce cas-là, prends pas la gestion profil. Mais ne prends pas la gestion. Ouais, mais le problème, c'est que la majorité des gens, on leur impose. Donc, oui. Qu'on permette aux clients, qu'on permette aux conseillers de faire leur choix. On n'est pas obligé, ça me rappelle un peu le diesel, où on finit par dire 25 ans plus tard, finalement, c'était n'importe quoi. On flèche l'épargne. On flèche l'épargne, t'as raison. Aurélie?
Moi, je suis pas aussi arc-boutée que moi sur la mesure. En revanche, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que on va voir, et on entend parler de plus en plus, on est de plus en plus tous sollicités pour la création. Enfin, on voit de nouveaux fonds qui se créent, de nouveaux acteurs qui s'intéressent au grand public. Moi, je suis un petit peu inquiète de risque de désillusion de Mme Michu. C'est clair. Parce que quand on regarde les chiffres de France Invest qui nous sont relayés à longueur de temps, qui sont à peu près de 13% de rentabilité interne. Mais c'est du bullshit. C'est du bullshit, oui, non, ce sont des chiffres qui sont vrais, sauf que ce sont... C'est du bullshit sur des fonds retail. C'est les performances d'il y a 20 ans pour les instituts, pas du tout pour les particuliers. Et surtout, techniquement, c'est des taux de rendement interne, donc c'est-à-dire sur des fonds sur lesquels il y a des appels progressifs de capitaux, ce qui n'est pas le cas de fonds retail. Attends, il y a des appels pour certains fonds retail. C'est pas tous. Alors ça dépend ce qu'on appelle fonds retail. Il y a des appels sur des fonds à plus de 100 000, accessibles avec 100 000 euros. Oui, c'est vrai. De la clientèle patrimoniale relativement fortunée. Sur des FCPR, t'as pas d'appel de capitaux, donc effectivement ça dégrade la rentabilité. T'as des frais forcément qui sont pas les mêmes parce que un client à 5 000 euros ou un client à 10 millions, forcément c'est pas les mêmes frais. T'as du cash dans les fonds ou des actifs cotés pour apporter de la liquidité. Et donc, à chaque fois, on enlève 1 point, 2 points, 3 points de TRI, et à la fin, si c'est pour faire une performance qui va être la performance d'un actif liquide, on peut se poser la question de la pertinence. Donc, je pense qu'il faudra tous qu'on soit très attentifs à la qualité des produits qui sont proposés pour le grand public, le retail. Cédric, ton sentiment sur le non-coté, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en termes business pour les journalistes, ça tue un job, c'est le gars, celui qui donnait les cours du CAC 40 à 13h sur France Info. On peut pas donner les cours sur de tu veux dire que j'ai bien fait d'évoluer. Voici les cours de notre première liste en séance, en commençant par accord. Je l'ai fait quelques années après Jean-Pierre Gaillard, en effet. Mais non, en fait, il y a pour moi un peu à boire et à manger. Il y a un truc, effectivement, quand on parle du grand public, et notamment des plus gros qui ont amené le sujet, c'est que oui, le produit était joli, mais en fait, quand on a un peu soulevé le capot, on s'est aperçu que c'était plutôt du reclassement qui permettait aux premiers de sortir, etc. Et donc, on vendait du private equity, certes, mais enfin, c'était plus de la première main, c'était plutôt de l'occasion. Et donc, effectivement, on serait peut-être plus dans le super moment du... C'était le sujet du premier fonds BPI. Le haut régime du moteur. Pour ça, voilà. Moi, il y a 2 choses qui me plaisent. Une, c'est que le fait qu'on puisse l'ouvrir maintenant, ça évite d'avoir l'espèce de petits trucs complotistes qui voient l'épargnant dire « Ah ouais, mais moi, j'ai pas accès à ce marché-là. Eux, ils font du 13%. Quand moi, on me laisse mon PEA ou mon livret A en dessous de l'inflation. » Donc déjà, il n'y a pas d'histoire de marché réservé à des élites. Maintenant, entre guillemets, tout le monde peut avoir accès à ce private equity. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'autre chose que moi je constate quand je reçois régulièrement de ces acteurs de ce private equity ou du capital investissement, c'est que je trouve que pour des épargnants, ça leur permet de s'intéresser à des histoires de boîtes qui sont très accessibles, très compréhensibles, parce que c'est une boîte qui démarre, parce que c'est une boîte qui se développe, etc. Finalement, appréhender totalement Airbus, c'est pas sûr que ce soit à la portée du premier épargnant. Pareil, la complexité d'un groupe comme Stellantis, etc. Finalement, avoir la boîte qui débute, c'est peut-être plus facilement compréhensible. Et pour moi, je pense que c'est une histoire d'entreprise qu'on raconte à un épargnant. Et en cela, moi, ça me plaît. Mais je suis complètement d'accord sur toutes les questions de partage de valeur, de performance. Juste, les amis, moi, je voudrais avoir votre sentiment sur un sujet autour du non-coté. On voit tous la crise actuellement que traversent les SCPI et se pose la question de la liquidité. Est-ce que vous vous dites, sur le non-coté, on a vu le développement des fonds evergreen, etc. On voit le fait qu'on loge ça dans de l'assurance vie. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée qu'on dise on fout de la liquidité partout, y compris sur du non-coté, ou est-ce que sur le fond, vous vous dites, mais finalement, ça serait quand même plus sain d'avoir des logiques de liquidité qui sont différentes selon les produits. Moi, je rappelle que le principal actif patrimonial des Français, c'est leur résidence principale. Et pas liquide. S'ils n'ont pas compris que c'était pas liquide, c'est qu'ils n'ont pas compris grand chose. Vas-y.
Alors, moi, je pense que c'est un peu une erreur de l'industrie financière qui se dit que comme on veut l'offrir au grand public, il faut le rendre liquide. Moi, je pense que les gens, les épargnants, sont pas idiots et qu'ils sont complètement capables de comprendre que ils vont investir dans un produit qu'ils vont devoir garder 8, 10, 12 ans et que mettre en place prendre des garde-fous, on va dire, pour faire face à des situations de marché un peu compliquées ou offrir des possibilités de sortie pour des cas particuliers de la vie, ça peut être bien, mais que mettre trop de liquidité, je te rejoins et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la performance, c'est pas bon parce que d'abord c'est antinomique avec le sous-jacent et en plus ça va dégrader la performance. Alors moi je suis assez d'accord, je vais dire oui, mais oui, je suis d'accord parce que effectivement, je pense que à terme, on va au-devant de grandes désillusions sur la liquidité. Que quand on lance un fonds evergreen, etc. La première année, les 18 premiers mois, une fois que tout le cash n'est pas utilisé, oui, pourquoi pas, on peut sortir, etc. Les gens vont se rendre compte quand ils voudront sortir au bout de 36 mois. Ce que c'est qu'une gate, ce que c'est que 1,2% par mois de liquidité, 3% à trimestre et 10% à l'année, et qu'ils pourront pas du tout sortir comme ils veulent, pas du tout, et que de toute façon ça va coûter aussi un petit peu d'argent. La seule chose par contre, c'est qu'il faut quand même aussi comprendre que c'est une logique réglementaire aussi. Donc il y a la réglementation LTIF qui est sortie cette année en janvier. Donc c'est la nouvelle mouture d'LTIF, c'est LTIF 2.0, et en gros, ce que nous, on constate en tant que journaliste quand on interroge les fournisseurs, les sociétés de gestion qui se lancent à fond quand même dans LTIF, il n'y a pas une semaine sans qu'un nouveau LTIF sorte, donc c'est bien qu'il y a une demande client, c'est que les clients le demandent. Donc même si les clients peuvent faire la différence, je veux bien que les clients veulent faire la différence, mais on sait tous que par essence, un particulier, il veut pouvoir avoir accès à son argent rapidement et de manière assez simple. L'autre problématique, c'est que le régulateur pousse pour ce genre de produit. Le régulateur pousse vraiment. T'as attaqué en disant on est des journalistes au lieu d'être des pros de l'épargne, enfin des pros de la gestion et de la finance. Mais je crois que c'est aussi notre job, presque. Et moi, je ne fais quasiment pas, enfin, je dis quasiment parce que je veux être prudent et qu'on me ressorte pas un extrait que je n'avais pas dit. Je ne fais quasiment pas d'interview de spécialistes. Enfin, je recevais encore Xavier Antonios l'autre jour pour un 2/3e. Je ne fais quasiment pas une interview d'un spécialiste de ce private equity ou du capital investissement, etc., sans parler de ce risque de liquidité et d'attirer l'attention de mon auditeur, de mon épargnant, en lui disant « Attention, c'est un produit sur lequel tu vas être bloqué pendant 10 ans, quoi ». Il faut avoir un horizon très long de placement. Jérémy, c'est pas l'ETF dont on parlait le coup d'avant, quoi. Je te challenge juste, Jérémy. Est-ce que sur le fond, le sujet de la liquidité, c'est pas un sujet d'institutionnel et que la réglementation, parce que j'ai un actif passif à gérer, et que en fait la réglementation, elle est faite pour les institutionnels et que finalement, d'un point de vue réglementaire, on a considéré que les particuliers étaient des petits institutionnels, ce qui est quand même un bullshit intégral. Oui, mais ça c'est un vrai problème. Si la réglementation a été faite en considérant que les particuliers sont des petits institutionnels, on va droit dans le mur, parce que les particuliers sont sûrement pas des petits institutionnels, ils réfléchissent pas du tout à long terme dans leur allocation, ça n'a rien à voir. Là où je suis pas complètement d'accord avec Cédric, c'est que il faut quand même un moment remettre un peu les choses dans le contexte. Qu'est-ce que c'est le private equity pour les particuliers ? Il y a deux choses. Soit c'est du private equity pour des particuliers presque professionnels, donc c'est accessible à partir de 100 000 euros. Là, on est d'accord, il y a des choses possibles, différentes. On peut avoir mais il y a aussi le private equity FCPR. Là, sont plus liquides. Exactement, en plus. Et il y a le private equity en FCPR, en assurance vie. Celui-là, finalement, sur la liquidité, on va dire qu'il y a un tout petit peu moins de risque puisque la liquidité, elle est portée par l'assureur la plupart du temps. Donc l'assureur, lui, normalement, il a les reins un petit peu plus solides en termes de liquidité qu'une société de gestion X ou Y. Aurélie a fait l'amour. Ouais, je fais l'amour parce que je suis d'accord avec toi. L'assureur, il a les reins solides, mais l'assureur, il impose ses conditions. Donc l'assureur, il va peut-être faire la liquidité s'il a envie de le faire, mais il le fera à ses conditions et c'est quand même l'investisseur final qui paiera les conséquences. Donc c'est aussi pour ça que les produits FCPR, généralement, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, en termes de performance, c'est pas génial en fait. En vérité, les premiers qui sont sortis, je me rappelle, ça devait être Primopact, etc., ce genre de trucs qui étaient sortis. Eux-mêmes, d'entrée de jeu, ils proposaient du 6%, des choses comme ça, alors que ça faisait 20 ans qu'on disait le private equity, ça ramène 12%, 13%, 15% par an. Et finalement, c'était quand même assez décevant. Et puis, on le verra bientôt, dans 3, 4, 5 ans, quand les produits qui sont là en train d'arriver donneront leur premier verdict. À mon avis, on sera un petit peu déçus.
Aurélie, tu prends la main maintenant pour aborder ton sujet. ISR, les Français en veulent-ils vraiment ? Donc les Français particuliers, puis les institutionnels, eux, ils en veulent parce qu'ils ont des contraintes réglementaires. Parce que eux non plus n'ont pas le choix. Oui, j'avais envie de parler de ça parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu un serpent de mer quand on fait des rendez-vous, que ce soit avec des confrères, des professionnels, il y a toujours quelqu'un pour dire non mais les épargnants, le SG, l'ISR, ils s'en fichent, ce qu'ils veulent c'est de la performance. Et vous avez généralement un professionnel en face qui a développé toute une gamme qui vous dit bah non quand même pas tout à fait. Quand on leur parle, quand on leur propose. Ils sont tous pionniers d'ailleurs. Voilà, ils sont tous pionniers, mais allez, je serais plutôt d'accord avec eux pour le coup quand ils disent quand on propose aux gens de faire quelque chose de bien sur le plan ESG sans dégrader la performance, on reçoit un bon accueil. Et alors, la plupart des études qui sortent, alors je suis pas une grande fan des sondages, mais la plupart des sondages disent que les gens quand même ça les intéresse. Le dernier, c'était celui de la Banque Postale avec Cashby. Il disait 30% des clients patrimoniaux veulent mettre de l'ESG dans leur patrimoine. Bon. Alors, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que normalement, on a un juge de paix. C'est le fameux questionnaire de préférence ESG, je me trompe toujours sur le nom, ou de préférence de durabilité, qui est rentré en vigueur il y a 1 an maintenant, qui impose à tous les distributeurs de sonder leurs clients. Donc, on a mis vraiment le client au cœur du sujet en lui disant, demandez-lui ce qu'il veut. Et en fait, là où c'est triste, c'est que ce questionnaire a été tellement mal fait. Attention à ce a été tellement conçu de façon complexe et déconnecté de la réalité. C'est clairement une usine à gaz. En vrai, il faut le dire, c'est une usine à gaz totale. Que ça nous renseigne pas beaucoup sur ce que veut l'épargnant parce qu'on lui parle de taxonomie, d'alignement à la taxonomie, on lui parle de PAI, d'impact négatif, on lui parle d'investissement durable sans lui expliquer quelle est la définition précise derrière. Donc, le client, il doit choisir un peu au doigt levé ce qu'il veut. Et au final, non seulement ça nous informe pas beaucoup sur ce qu'il veut vraiment, mais en plus, on voit que c'est pas vraiment appliqué par les conseillers. Il y a eu des visites mystères de l'AMF qui dit, globalement, les conseillers sont pas suffisamment formés en finance durable, n'appliquent pas suffisamment le questionnaire, et même quand ils l'appliquent, c'est pas fait de façon cohérente et efficace. Donc tout ça est quand même assez triste, et ça manque un peu, je trouve, de pragmatisme. Cédric ? Taxonomie, SFDR, ISR, ESG, article 8, article 9... Greenfin, du boulot pour les journalistes de pédagogie. Voilà. Donc, on est subventionné par l'industrie. Comprendre quelque chose quand toi t'as juste envie de placer ton pognon. Voilà. Déjà, ça, moi, c'est le premier truc qui me pose question. Et en plus, si tu veux, tout ça, c'est récent. Et on est parti de l'ISR, et en fait, au lieu de se dire de l'ISR qui déjà marchait pas formidablement, au lieu de se dire on a peut-être un pépin, on en a rajouté toutes ces couches. Au lieu de se dire on va simplifier l'ISR. Là, on vient de le remodeler. Je sais pas si ça va vraiment arranger les choses. Donc voilà, moi j'ai un peu cette question-là aussi. C'est est-ce que spontanément un client qui va rentrer dans une agence ou chez son CGP, il va arriver en disant je veux vraiment que on me gave de gestion responsable, ou est-ce que finalement il dit oui. Et moi je reste convaincue qu'il y a quand même il y a de l'appétence. Évidemment, mais bien sûr, je dirais, à part quelques salauds qui vont dire collez-moi de l'armement, du sexe, de la drogue, le fameux Vice, voilà, le Vice Found, etc. Bon, ça, il y en a peut-être qui bon, mais sinon, normalement, évidemment, aujourd'hui, on est sensibilisé à ce genre de choses, et donc je pense que c'est logique. Mais voilà, moi, je me pose toujours un peu la question qui est de l'œuf ou de la poule. Mais est-ce que la vraie question, c'est l'appétence des gens, ou est-ce que c'est aussi à un moment ce qu'on disait tout à l'heure? C'est flécher l'épargne quelque part. Oui, il y a aussi une volonté politique, il y a aussi une volonté économique, une volonté des acteurs de faire des choses. C'est aussi aux acteurs eux-mêmes de proposer des choses. Parce que effectivement, une fois qu'on leur présente, c'est intéressant. Après, on va pas se mentir, le juge de paix, ça reste la performance. Donc, quand en 2020 ou 2021, les fonds ESG éclatent tout le monde, tout le monde dit que c'est génial, ça y est, enfin, la ESG reprend la main, et puis un an après, c'est terminé. J'ai un peu terminé. Avant, il fallait faire un effort, consentir un effort de son épargne pour soigner la planète. Maintenant, effectivement, je pense que c'est moins le cas. Dis ça aux fonds qui n'investissaient pas sur l'énergie il y a 2 ans, ils se sont ratatinés. Jérémy, j'ai joué papy. Fait de la résistance, mais si je me rappelle, les débuts en France, ça avait été l'ARES, c'était Geneviève Ferron, etc. À cette époque-là, on nous sortait un indice américain pour nous expliquer que les performances étaient très bonnes. C'était l'indice Domini. Et cet indice-là, quand on regardait comment il était fait, grosso modo, aux États-Unis, il fonctionne sur l'exclusion. Et donc, il y avait que des boîtes de services.
Donc, on disait, regardez, il est super, ça marche vachement bien. Je disais, ouais, ben c'était le service qui marchait bien. C'était parce que tous les autres industries, n'y étaient pas. Donc, là aussi, et on retombe sur des difficultés. Ah, il y a des biais sectoriels. Biais sectoriels. Il y a des sous-performances. Et donc, ça, c'est aussi un sujet majeur. Et puis, il y a le sujet de, est-ce qu'effectivement, il faut qu'on soit en exclusion ou est-ce qu'il faut qu'on soit en progrès? Et là encore, il y a tellement de cases, c'est si peu transparent que moi, j'ai le souvenir, un jour, on avait échangé sur ton plateau, j'avais dit, mais préférence extra-financière, surtout, répondez non. Et c'est à mon avis, c'est un truc, ça arrange le conseiller qu'on dise non, ça arrange le client qu'on dit non, et en pratique, derrière, on fait ce qu'on veut. Et si on a envie d'être bien, on est bien. Mais après, de toute façon, on restera toujours dans le dialogue de est-ce qu'on investit sur les bons élèves, ceux qui sont déjà bons, en vérité, ou est-ce qu'on investit sur ceux dont on veut qu'ils deviennent bons? Donc c'est toujours compliqué. C'est toute la différence que j'allais dire entre l'exclusion bête et méchante ou le best in class. Et c'est la voie que devrait prendre SFDR nouvelle mouture, puisque toutes les recommandations vont dans ce sens-là, de distinguer ce qui est la transition, le best in progress, de ce qui est déjà vert, en fait. Et là, on n'aura pas le temps, mais il y a un vrai débat presque démocratique sur l'exclusion, sur le risque de l'exclusion. Ah, mais l'exclusion, c'est important. De base. C'est important, sauf qu'aujourd'hui, si par exemple on se dit l'ESG, c'est pour que ce soit mieux pour l'environnement, pour le social et pour la gouvernance, etc. Donc on croit au respect de la planète, au respect des salariés, au respect des investisseurs et ceci et cela, et que à ce titre-là, on veut pas d'armement par exemple, et ben on va se faire mettre sur la gueule par des gars qui en face se seront armés jusqu'aux dents et qui viendront nous la mettre minable, et on aura bien gentil nos stylos vert pour dire nous on était ESG. Ça avait été intéressant d'ailleurs le débat au moment de l'invasion de la Russie je pense en Ukraine. Ça avait été assez intéressant de voir comment les gens se disaient est-ce que du coup finalement la défense ça devient pas quelque chose il faudrait être capable aussi de défendre notre ESG. Ce qui était très drôle, c'est qu'effectivement la défense c'était horrible dans l'ESG avant la guerre et c'est d'un coup devenu un truc totalement ESG parce que ça devenait mais on sait pas comment la vertébrale philosophique de l'ESG normalement il n'y a pas d'armes et pas toujours très droite. Est-ce que d'ailleurs la colonne vertébrale, elle commence pas à avoir une vraie scoliose du côté E? En vrai, elle l'a toujours eu, véritablement. Du côté S, je sais pas comment tu définis la scoliose précisément, mais oui, maintenant, c'est plus de l'ESG, c'est de l'environnement. Elle l'a toujours eu parce qu'en fait, la gouvernance, finalement, c'est quand même quelque chose que regardaient la plupart du temps les sociétés de gestion, en vérité. Social, alors peut-être un peu moins les rémunérations, mais le social, c'est clairement le grand oublié. Et comme de toute façon, le climat est quelque chose qui est prépondérant dans le discours, dans les médias, etc., c'est normal que les sociétés de gestion rentrent à fond là-dedans. D'ailleurs, maintenant, en ce moment, c'est plus tellement l'environnement. Enfin, je dis pas que c'est toujours important, mais on entend beaucoup plus parler de biodiversité. C'est ça qui est un peu en train de prendre le pas ces derniers temps. L'impact aussi, parce que maintenant, on fait plus de la gestion ESG, on fait de la gestion impact. Donc c'est un peu ces petites musiques-là. Et d'ailleurs, au niveau européen, on a une taxonomie environnementale, on n'a pas de taxonomie sociale. Et c'est pas vraiment dans les tuyaux. C'est qu'on est très lent au niveau européen. Ok, super, ça fait 33 minutes qu'on est ensemble. Jérémy, tu viens d'être nommé ministre de l'Épargne entre ces deux tours. Tu as une proposition à nous faire, quelle est-elle ? Alors, si j'avais une proposition à faire, moi, je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire flécher l'épargne vers le bon endroit. Donc, moi, je pense que l'important aujourd'hui, c'est d'arriver, que ce soit par la fiscalité, que ce soit par une loi qui mette véritablement en avant les investissements responsables, durables, etc. Je pense que c'est vers là qu'il faut qu'on y aille. Donc, je pense qu'il faudrait faire quelque chose de vraiment concret, un peu qui va plus loin que la loi industrie verte, qui va plus loin que ce qu'on a fait avec la loi Pacte, qui favorise certaines choses, etc. Et qu'on puisse véritablement, à un moment, obliger, ou en tout cas contraindre, restreindre, etc., les sociétés de gestion, la finance de manière générale, à aller vers quelque chose de vraiment responsable. Je pense que c'est ça, aujourd'hui, la chose la plus importante. On est face à un défi climatique, social, etc., qui est énorme. On voit aussi comment certains mouvements politiques, sans les nommer, risquent de nous faire régresser. Je pense que la priorité, en tout cas économiquement et financièrement, elle est là. Sans parler de lutte des inégalités, etc., on ne reviendra pas là-dessus. Ok, donc tu as clairement pris le moule ministre, c'est-à-dire tu flèches les financements. Ah, moi, je flèche l'épargne, absolument. Ah, mais c'est important, en vérité. Il y a quasiment 2000 milliards en assurance vie.
C'est énorme. Il y a, mais après, c'est un débat de fond. Soit tu considères que le rôle... Enfin, moi, je sais que je conteste en disant la fonction première de l'épargne, je la vois d'un point de vue microéconomique, en disant qu'au contraire, on flèche beaucoup trop l'épargne et on laisse insuffisamment de marge de manœuvre aux gens. Enfin, ça reste quand même leur pognon. Donc, ils en font ce qu'ils veulent. Attends, on peut les inciter. Pourquoi est-ce qu'il y avait plein de FPCI, FIPCorse, etc., qui permettaient de financer des boîtes qui étaient en train de se lancer? C'est parce qu'il y avait l'ISF et que tu avais une énorme niche fiscale là-dessus. Et finalement, dans la suppression de l'ISF, d'accord, pas d'accord, peu importe. Moi, la seule chose que je trouve dommageable d'avoir fait supprimer l'ISF, c'est que ça a supprimé cette niche fiscale qui incitait quand même à investir dans des boîtes. Alors, les fonds n'étaient pas exceptionnels, je suis d'accord, etc. Mais au moins, il y avait une incitation pour que certains particuliers, certains grands patrimoines investissent dans des petites boîtes françaises. Aurélie, t'es nommée ministre. Je suis nommée ministre. Alors, je me dis qu'on pourrait faire un peu le ménage dans l'épargne réglementée. Donc, moi, je comprends pas pourquoi on a un PEL, un CEL, un livret A, un LDD, un livret d'épargne populaire et j'en oublie peut-être. Ça s'appelle les couches historiques. Voilà. Donc, je me dis que si on faisait un peu le ménage, on pourrait avoir un livret A. Si on veut le bonifier pour les ménages les moins aisés, on pourrait bonifier le taux pour les ménages les moins aisés. Et tu gardes l'exonération fiscale? Parce que comme il y a toujours les débats, ah oui, mais ce truc-là, c'est pas soumis à l'impôt, c'est dégueulasse, c'est la plus grosse niche fiscale, etc. Garde l'exonération fiscale. Ça serait la première couche. Livret A, vraiment le produit de base, garanti, sans risque, etc. Et un deuxième produit qui serait un produit d'épargne de long terme. Alors, il y a beaucoup de réflexions en ce moment autour de ça, plutôt orienté retraite, qui serait la deuxième couche. On aurait le produit d'épargne de court terme, de précaution, et le produit d'épargne de long terme, encadré avec des règles bien précises. Donc le PER, ça te plaît pas? Un peu. Je pense que le PER est une bonne base de réflexion. Après, le PER est très orienté retraite. Il est bloqué jusqu'à la retraite. Tu peux le débloquer quand même pour la résidence principale, qui est quand même souvent une des principaux investissements des Français. Après, si on se dit qu'on est sur un produit vraiment tout public, faut peut-être prévoir un petit peu plus de marge de manœuvre, un peu plus de souplesse, parce que si je le souscris pour mon enfant, par exemple, à sa naissance, j'ai peut-être pas envie qu'il attende la retraite. Alors effectivement, la résidence principale, ça peut être une option, mais on pourrait imaginer, ou alors à la majorité, ou à des étapes clés de la vie, par exemple. Cédric, ton heure de gloire est arrivée. Ouais, mon heure de gloire. Écoute, moi j'ai vachement réfléchi quand tu nous as proposé de défendre un projet de loi, et j'ai repris une vieille idée que j'ai, qui serait de supprimer. Alors c'est un peu dans de la simplification, de supprimer la possibilité pour les parents d'ouvrir un livret A à leurs enfants. Juste, je t'interromps. On va pas être d'accord. Hein. Alors je t'interromps sur le sujet parce que j'avais oublié. Il faut que j'en ouvre un pour. Qui est pour? Non mais qui est pour? Qui est contre? Moi, je suis contre aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Cédric. Pourquoi contre? Juste. En vérité, c'est déjà parce que il y a le livret jeune, on pourra dire, mais c'est quand même souvent la première chose que les gens peuvent utiliser pour mettre de l'argent un peu de côté pour leurs enfants. Effectivement, on peut passer par une assurance vie, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent absolument pas ce genre de choses. Et au moins, c'est la première étape qu'on peut utiliser. Donc, je trouve que c'est un instrument intéressant, on va dire, pour pouvoir que monsieur et madame tout le monde ouvrent un compte à leurs enfants. Quoi. Ok. Moi, je suis contre parce que, liberté, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Donc, interdire un produit qui est apprécié par des millions de gens, qui le trouvent simple, facile, compréhensible, etc., non. Liquide. C'est pas populaire, et donc comme je suis ministre, je veux être populaire. Ah, c'est très bon ça. C'est bien le problème. Et blague à part. Le deuxième tu vas pas tenir longtemps en proposant ça, toi. Pour moi, c'est pas antinomique, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir ce produit, par exemple pour les enfants, le livret A, c'est souvent une première tirelire. C'est souvent là où on va faire ses premiers retraits pour faire ses premiers achats. Mais non, t'as le livret jeune pour faire ça. Exactement. Parce que Jean-François, il m'arrête parce que je supprime le livret A pour les enfants. Et je le remplace par un vrai PEA jeune. Parce que pour la première tirelire, il y a le livret jeune. Le gamin, il va pouvoir aller mettre les dents de la petite souris. Il va pouvoir aller faire ses petits retraits, tout ce qu'on veut. C'est pareil. Alors, effectivement, oui. T'as le gamin, il a 5 ans, il sort avec sa carte bleue pour dire, excusez-moi, je vais payer mes courses. Non. C'est 4. Tu veux t'acheter ta première mob? Tu vas épargner sur ton livret A, et puis le jour où tu veux acheter ta mobilette, tu sors l'argent et moi j'avoue que j'avais un livret A quand j'avais 15 ans et je l'utilisais pour sortir. On utilisera son livret jeune.
Oui, alors effectivement, Bon, c'est alors, un limité. parce que ma honnêtement, proposition, ma monsieur le proposition, ministre, en fait, faites-vous elle est respecter. pédagogique. C'est-à-dire que aujourd'hui, et je vais reprendre, on a eu un petit débat sur l'auteur de cette histoire, mais moi, c'est Jean-Pierre Gaillard qui m'a dit ça quand j'ai pris sa succession en 2004. Il m'a dit la bourse est pas comprise, mal aimée ou ceci, cela. Il m'a dit aux États-Unis, on colle dans le berceau du bambin 3 actions, je sais pas quelles étaient les valeurs phares de l'époque, mais et en France, on y met un livret A et un fonds euro. Et résultat, on a des gens qui sont biberonnés à la sécurité, à, entre guillemets, pas à la liquidité permanente, mais pas loin, enfin bref, et qui ne savent pas ce que c'est que prendre un risque, qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise, qui ne savent pas ce que c'est qu'une action, etc. Et on est avec des gogoles aujourd'hui qui sont pas foutus d'avoir une épargne un petit peu dynamique. Et moi, je pense que si jamais on intéressait les jeunes dès leur premiers âges à détenir une action, à comprendre comment on gère une entreprise, comment on regarde ses profits, comment, enfin voilà, on pourrait en parler, ça pourrait être des sujets de discussion entre les enfants et les parents. Ça permettrait, je pense, à beaucoup de gens de s'initier un petit peu à l'économie. Moi, je suis désolé, mais on en avait beaucoup parlé de ce PEA jeune parce qu'en fait, il existe, mais c'est une usine à gaz. Enfin, je sais pas si vous avez déjà regardé. En préparant cette histoire-là, je me suis juste mis sur Google. J'ai tapé du PEA jeune ou du PEA jeune. PEA jeune. Non, pas encore. Pas le PEA. Ça, c'est le pas nouveau, le ça. PEA. Ça, c'est le nouveau, Non, c'est le nouveau. le PEA jeune. J'ai été sur Google, je sais pas si on a le droit de les citer, j'ai tapé PEA jeune. Et il y a là, le- bien évidemment, tout le privé est bien là. Vous avez toutes les banques, tous les services en ligne qui vous font toutes les bonnes fiches. Il faut scroller je sais pas combien pour tomber sur les 2 premiers sites officiels. Il y a Service Public et il y a Bercy. Là, il vous parle pas de PEA jeune, il vous parle uniquement du PEA. Il n'y a pas marqué PEA jeune nulle part. Si, peut-être une petite ligne sur Service Public. Donc, je me suis dit, bon... Il faut être majeur, de toute façon, pour le PEA. Oui, voilà. Donc, je me suis... Oui, mais... PEA jeune, en vrai. Ah, ouais, voilà. En réalité. Non, mais lui, il va faire un PEA super. Voilà, un père en bambino, moi. PEA bambin, ok. Non, et donc, je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas, voilà, Google est pas mon ami. Donc, j'ai été sur le servicepublic.fr, là, et j'ai tapé PEA jeune. J'ai un premier lien qui m'emmène sur que devient un compte bancaire en cas de décès. Et un deuxième, un proche est décédé. C'est dégueu parce que d'habitude, c'est plutôt bien fait, service public. Ouais, bah ouais, moi aussi. c'est vrai que Et là, franchement, j'étais sur les fesses. Donc, je me dis, voilà, en fait, aujourd'hui, on est jeune, on n'a pas la possibilité qui nous est offerte de s'initier à la finance. Après, il soulève un point intéressant, mais moi je le ferais peut-être pas de cette manière-là. Moi je prends un autre ministère en plus dans mon escarcelle et je deviens en plus de ça ministre de l'Éducation nationale. Ah bah voilà, mais ça Moi, ira pour moi, avec, le ça ira problème, avec. il est là. Je En vérité, sponsorise. je ne comprends toujours pas pourquoi l'économie, la finance, etc. ne sont pas dans un cursus classique Mais de Jérémy- collégiens, lycéens, Jérémy- etc. Ça par contre c'est une vraie incompréhension. Jérémy, pardon de te dire, pour être fils de prof, enfin, il faut qu'on arrête de vouloir filer Je suis fils de prof. toutes les responsabilités à l'éducation nationale. Déjà qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir des gamins qui sachent lire et compter. Si en plus, on doit leur expliquer tout l'environnement, etc., on s'en sortira Est-ce pas. que les gamins, je suis désolé, est-ce aujourd'hui, que nos c'est tellement enfants, ça les important intéresserait pas plus d'apprendre ce que c'est qu'un marché, ce que c'est qu'une cotation, ce que c'est que comment on fixe un prix, ne serait-ce que pour aller acheter leur mobilette. Qu'est-ce qui régit le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui Plutôt que régit la d'apprendre ce que c'est politique, Keynes, c'est machin, pas la etc. finance et Ça, en l'économie. réservons ça à des étudiants en première année d'économie. mais Juste. pas, Et on est le 3 juillet. Il y a le 2 jours, il se passait quelque chose et Aurélie vient de nous en parler. Le PEAC, parce que finalement, le truc pour les jeunes à la C'est déjà naissance. le PEAC, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, on Le l'appelle PAC, plus le l'avenir PIC, climat. Le PEAC, le plan d'épargne avenir climat. Donc, Ça va plaire à Aurélie, elle voulait supprimer les produits. Un peu plus. T'as pas fini, on t'en Non, remet. mais grosso modo, c'est une solution. C'est vous pensez que ça va marcher, que vous... Ouais, il faut regarder ce que ça va donner surtout. Moi, j'avoue, j'étais un peu surprise par la création de ce truc. Parce que entre nous, il y a tout. C'est un peu comme les C'est- numéros verts. Le gouvernement, il ouvre un plan à chaque Non, mais- fois qu'ils ont- Et les loulous, juste, si on regarde, il y a le côté qui fait plaisir à Cédric, c'est pour les jeunes, etc. Et c'est bloqué. Et c'est investi en action. Il y a le côté qui te fait plaisir, Jérémy, parce que
ça finance l'économie verte, etc., puisque les actifs... Enfin, les fonds éligibles, c'est ISR et Greenfin. Donc, et quelque part, toi, ça te fait plaisir aussi, parce que ça fait un produit de plus. Ça fait un produit de long terme, ça fait un produit quand même qui est de long terme. Et de long terme, oui, mais alors, typiquement, il y a un truc incongru dans ce produit, c'est que vous devez souscrire, alors, si je dis pas de bêtises, avant les 21 ans. Donc, ok, ça cible les jeunes. Mais par contre, à 30 ans... Fini, terminé. Il faut absolument s'en être débarrassé. Ce qui n'a aucun sens en point de vue d'investissement à long terme, en fait. Exactement. Et en termes d'investissement et de gestion de portefeuille tout court, ça n'a aucun sens. Donc, on va avoir un fonds type PER avec une gestion à échéance dont le risque va être décroissant. Puis à 30 ans, on va dire, bah tenez, merci, vous avez bien investi, on vous rend votre argent. Et puis bah maintenant, faites-en autre chose. Ça part d'une bonne idée. Ouais, je suis pas sûr que ce soit... Et je suis pas sûr que les établissements soient... Ouais, et puis d'ailleurs, c'est... surtout qu'on n'a toujours pas compris ce que c'était qu'un produit qui était pas garanti, mais qui était censé pseudo-garanti, qui était... Il fait rien du tout, il est pas garanti, il n'y a aucune garantie. Pour le moment, j'ai pas... Enfin, je sais pas si vous avez entendu parler d'une offre, mais... Non. Je sais que le truc date que du premier, mais enfin, a priori, on avait dû leur envoyer la notice avant. J'ai pas eu l'impression que... Non, je pense pas que tout le monde s'était précipité en disant vivement que j'ai mon PEAC. Je pense pas que ça ait le même succès que le PER. Eh bien, on verra donc si après le brillant succès des contrats NSK puis DSK, le PEAC sera le prochain produit Mornay. Morne. Merci Aurélie, ce mot de conclusion. Merci Aurélie, merci Cédric, merci Jérémy d'avoir bien rigolé. Ouais, bah c'était sympa. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et puis on essaiera éventuellement de refaire ça d'ici la fin de l'année. En tout cas, une chose était certaine. Moi, j'ai toujours deux règles. Moi, qui suis un grand défenseur de la démocratie, c'est que la parole soit libre et que tout le monde se respecte. Et je pense que ces deux règles-là ont été parfaitement respectées. Merci à tous les trois. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On vous souhaite, avec toute l'équipe des Plus Encore, de bonnes vacances et on se retrouve au mois de septembre. Ciao.